que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. 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 Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre télévision Ivoire TV. Merci de nous suivre. Merci de faire ce que nous sommes aujourd'hui. Ce soir, bien sûr, nous sommes en direct avec nous. Nous avons trois invités. Nos trois invités de ce soir, je vais leur permettre de se présenter. Il y a une dame avec nous, et comme on a l'habitude de le dire, à tout seigneur, tout honneur. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde. Je m'appelle Mariam Kraoui Diaby, citoyenne ivoirienne. Je vis en Suisse. Je suis juriste de formation. Voilà. Merci beaucoup, madame Mariam Kraoui Diaby. Vous êtes citoyenne ivoirienne. Voilà, vous n'avez pas de parti politique, à ce que je sache. Et avec vous, nous avons monsieur Kwasi Kofi Kouman. Monsieur Kouman, pour vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Je suis effectivement monsieur Kwasi Kofi Kouman. Je suis délégué régional RHTP en France. Je vis en France, citoyen ivoirien aussi. Voilà, merci beaucoup. Et avec vous, nous avons le dernier participant de ce soir, le dernier panéliste, c'est monsieur Sissoko Ousmane. Bonsoir, monsieur Sissoko. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Sissoko Ousmane, secrétaire général de RGPS France. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous suivent maintenant sur votre télévision préférée, Ivoire TV. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est cohésion sociale. Voilà, quelles sont les actions à mener, bien sûr, pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Madame, je voudrais commencer avec vous, madame Mariam Kraoui, je voudrais commencer avec vous. Dernièrement, nous avons tous assisté à un dialogue Ouattara, le président, dialogue des présidents, voilà, des présidents Ouattara Bédié. Et depuis le 20 septembre dernier, voilà, l'opposition a lancé le mot d'ordre de désobéissance. Alors, peut-on dire aujourd'hui que la rencontre des présidents Bédié et Ouattara a-t-elle mis fin au mot d'ordre de désobéissance? À mon avis, pas entièrement. Pas entièrement. Leur rencontre a surtout permis une certaine alchimie. Les tensions ont été plus ou moins un peu détendues, mais rien n'a été réglé concrètement. On est toujours retourné un peu à cette solution qu'on a adoptée depuis ces 20 dernières années, c'est-à-dire qu'on couvre un peu la plaie, on espère qu'elle cicatrise, mais on ne va jamais apurer le pu et discuter concrètement de tout ce qui a mené à cette situation de tension qu'on a maintenant. Alors, monsieur Kouman, oui. Je vous repose aussi la même question. Depuis le 20 septembre dernier, voilà, l'opposition a lancé un mot d'ordre de désobéissance. Et entre autres, nous avons tous cru en cette rencontre entre nos deux leaders, en l'occurrence nos deux présidents, le président Ouattara et le président Bédié. Est-ce que vous pensez que cette rencontre a été du goût des Ivoiriens pour quand même ramener une certaine paix, un certain entretien, un certain dialogue entre les Ivoiriens? Je vous remercie pour votre question. Effectivement, nous avons tous été très heureux, je crois, les Ivoiriens de tous les bords, de voir le président Ouattara et son grand frère Henri Konan Bédié se retrouver le 11 novembre dernier, après cette échéance qu'on a connue. Et je pense que tous les Ivoiriens en étaient contents, comme je l'ai dit tout à l'heure tantôt, comme je l'ai dit, on était tous contents. Sauf que
il faut dire que c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Parce que nous avons cru comprendre qu'ils avaient brisé le mur de glace et c'était ça la rhétorique, ou du moins dans leur communication l'un et l'autre. Et puis, quelques temps plus tard, on a vu que le président Bédié avait décidé de suspendre, j'allais dire même, il avait décidé de suspendre les négociations en posant un certain nombre de conditions. Et j'ai cru comprendre aussi que hier, il demandait carrément, dans une de ses déclarations hier, c'était que s'il s'était rendu à l'hôtel du Golfe le 11 novembre, c'était pour aider le président Ouattara. Bon, donc, on est carrément revenu à la case départ. Donc, pour répondre à votre question, je dirais plutôt qu'on était content de voir ces deux personnes ensemble, qui sont quand même deux grands de notre politique, de microcosme politique ivoirien. Mais je pense qu'on n'a pas trop bougé pour répondre à votre question. Voilà, monsieur Sissoko, on a tous mis beaucoup d'espoir dans cette rencontre, de sorte à pouvoir apaiser la souffrance des Ivoiriens par rapport à ces élections à venir, par rapport à ces élections passées, pour tout ce que nous avons suivi. Et quand on nous a annoncé la rencontre entre le président Bédié, les présidents Bédié et Ouattara, nous tous avons crié hurrah, comme on le dit, bravo. Mais aujourd'hui, quelle est l'interprétation que vous en faites? Merci à Ivoire TV et à toute son équipe. Je remercie mes co-débatteurs pour leur présence. Alors, je me représente, Sissoko Ousmane, secrétaire général de RGPS France. Alors, la question est de savoir l'interprétation que nous faisons de la rencontre entre l'ex-président Ouattara et le président Léopold Bédié. Alors, sachez tout de suite que c'est un camouflet de M. Ouattara, c'est juste pour gagner du temps. Pour ceux qui en ont en mémoire, pendant sa campagne dernière à Bouaké, Ouattara disait ceci, que mes adversaires disent qu'il faut dialoguer, j'ai même appris qu'ils n'ont pas l'argent, je vais voir mon ministre de l'économie pour les aider. Il n'y a pas de dialogue. Le seul dialogue qui s'impose, c'est aller aux élections, parler au peuple. C'est le seul dialogue qui doit s'imposer. Et quelque temps après, il appelle Bédié à un dialogue. C'est juste un camouflet, c'est juste gagner du temps. C'est tout sauf un dialogue qui s'est installé. Voilà ce que je pourrais dire pour votre première question, monsieur. Madame Krawa Diaby, Madame Diaby, c'est vrai qu'il y a juste quelques heures, pour ne pas dire quelques jours, que le grand médiateur de la République, monsieur le ministre Adama Tounkara, est allé rencontrer le président Bédié. Est-ce qu'on peut faire déjà un survol de cette rencontre? Qu'est-ce qui, selon vous, a pu peut-être serait dit entre les deux hommes? Et est-ce que vous pensez que cela va atténuer un peu la tension en Côte d'Ivoire? Et surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que le grand médiateur n'a pas rencontré le président Bédié avant que le président Ouattara ne le rencontre? Alors, je ne saurais répondre concrètement à cette question parce que je ne suis pas à la place des protagonistes. Je pense que peut-être qu'il y a eu un blocus, mais les deux messieurs disaient tout à l'heure que la rencontre entre le président Bédié et le président Ouattara n'a rien réglé concrètement. Donc, on est dans une impasse. Et je pense que peut-être, là, on va essayer de deviner qu'ils essaient maintenant de passer par un autre moyen pour pouvoir discuter. Mais ici, on est toujours en train de parler de paix ou de rencontre entre des partis politiques ou entre des chefs de partis politiques. Le vrai problème qu'on a aussi, c'est la paix au niveau des communautés, c'est la paix au niveau des Ivoiriens. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on est un peu comme... on a été hypnotisé par notre classe politique, si bien qu'on en est venu à avoir une centaine de morts rien que pour ces dernières élections. Je pense que c'est quand même dommage et je pense que nous, le peuple ivoirien, mérite mieux que ce qu'on nous offre maintenant. Alors oui, pour les discussions, oui, pour les tractations, mais il ne faut pas oublier que la plupart de ces discussions tournent fondamentalement autour des besoins et je vais dire des demandes égoïstes.
je doute fort, je doute, et ça c'est mon avis, je doute que l'intérêt du peuple soit ce qui motive toute cette tractation. Ici, on fait un bras de fer, on essaie de montrer qu'on a le plus de partisans, et puis moi j'ai l'impression qu'on est en train de jouer au poker quasiment avec la vie des Ivoiriens. Alors, monsieur Kouman, à vous aussi la même question. L'un des grands médiateurs de la République de Côte d'Ivoire a rencontré le président Henri Konan Bédié. Et certainement pour renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, pour amener la paix. C'est vrai qu'on n'a pas eu, rien n'a véritablement filtré de leur rencontre, mais déjà, à votre entendement, est-ce qu'on peut déjà savoir qu'est-ce qui a été dit? Et puis, la question que j'ai posée, pourquoi est-ce que le médiateur n'a pas rencontré le président Bédié avant que le président Ouattara ne le fasse? Mais je vous remercie encore pour cette question. Je vais commencer par la deuxième question, parce que vous me posez la question de savoir pourquoi le médiateur n'avait pas rencontré le président Bédié avant. Bon, je présume qu'il fallait peut-être, enfin, je dis bien que je présume, essayer de changer comment toute cette rencontre allait se faire. Mais avant même de répondre à votre question, je voudrais rebondir un peu sur ce que mon co-débatteur, M. Sissoko, disait tout à l'heure. J'ai cru comprendre, sauf si je m'abuse, qu'il parlait de l'ex-président Ouattara. Je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est l'ex-président Ouattara qui l'a dit ou pas? Voilà. OK. Donc, pour la question concernant le médiateur Adama Tounkara, je pense que je n'ai pas de réponse particulière à répondre pourquoi il ne l'a pas fait avant. La question avait été posée à M. Tounkara lui-même, qui a dit au niveau des négociations, il peut y avoir des conciliabules, il y a ce qui se fait dans les coulisses, dans les couloirs, avant que tout soit mis sur la table. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes des oufouettistes. Nous sommes en responsabilité. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de camoufler. Il n'y a pas de camoufler quand on décide de chercher la paix. Quand on décide de parler de cohésion sociale, ce n'est pas comme j'ai compris tout à l'heure aussi, de bras de fer. Il n'y a pas de bras de fer entre le président Ouattara et le président et les membres de l'opposition, le président Bédié. Le président Ouattara, c'est le président qui vient d'être démocratiquement élu. Il a les bras ouverts, il tend la main à tout le monde, aux membres de l'opposition. Le 94%, c'est quasiment un plébiscite pour lui. Mais ça ne l'empêche pas de tendre la main vers ses frères, vers ses sœurs, vers tout le peuple ivoirien en tant qu'oufouettiste, en tant qu'homme de paix. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Vous savez, c'est très facile. Il est plus difficile de faire la paix, de chercher la paix que de faire la guerre. C'est Sam Erekat, principal négociateur palestinien il y a une quinzaine d'années, qui disait il est mieux d'aller à des négociations, peut-être même souvent subir des frustrations, que de faire la guerre pendant 15 minutes. Donc, ce n'est pas une question de camoufler. Le président Ouattara, il a la main tendue, toujours, parce que c'est un homme de paix. Et puis, nous savons aussi qu'après la rencontre du 11 novembre, on a senti que le président Bédié est en train de faire marche arrière parce que, visiblement, il s'est fait rattraper par la patrouille. Mais nous lui tendrons toujours la main parce que nous sommes des oufouettistes, nous sommes pour la paix. Et cette paix, tôt ou tard, il faudra bien s'asseoir pour trouver les voies et moyens pour parvenir à la paix. Donc, on peut s'épargner toute cette perte de temps-là pour aller directement, pour parler convenablement de paix. Parce qu'effectivement, c'est la chose la plus chère pour nous en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup, M. Kouman. M. Sissoko, voilà, après tout ce qui s'est passé, le grand médiateur de la République, le ministre Adama Tounkara, a rencontré le président Henri Konan Bédié. Est-ce que vous voyez là une reprise du dialogue au niveau des deux têtes des grands partis de Côte d'Ivoire, l'opposition et le parti en place? Je disais dans ma première intervention que ce semblant de dialogue était juste pour gagner du temps. Le médiateur, M. Adama Tounkara, n'est autre qu'un obligé de M. Ouattara. D'accord? Et quand on est médiateur, cette crise-là, qui ne l'a pas vu venir en Côte d'Ivoire?
depuis la mise en place de la CEI, l'opposition parlait du déséquilibre qu'il y a au sein de la CEI. Et quand on est arrivé à l'inscription sur la liste électorale, l'opposition a encore décrié ce qui se passait pendant l'enrôlement sur la liste électorale. Le médiateur n'a pas bronché. Quand il s'agit de poser les candidatures, pour valider les candidatures par le Conseil constitutionnel, il y a eu dans l'opposition des candidats qui ont été retirés de façon arbitraire. Le médiateur n'a pas bronché. Mais ce n'est pas à la fin qu'il faut venir faire un semblant de dialogue. Et cela me rappelle le commandant de la gendarmerie, M. Apalo, qui, quand il y a des affrontements dans des villes, on ne voit ni gendarme, ni Apalo lui-même. Mais quelques heures après, Apalo va avec dans ces villes-là parler de paix. Mais non, monsieur le général Apalo, ce n'est pas ça votre rôle. Votre rôle est de prévenir les affrontements. Votre rôle est de mettre fin aux affrontements. Comprenez? Le médiateur n'est qu'un obligé de Ouattara et ne dira rien que Ouattara ait déjà dit à M. Bédié. Et le dialogue, pour se dire quoi? Je vais faire un gouvernement d'union, non, mettez fin. Le vrai problème qui se pose et dont on doit régler, c'est le problème de l'éligibilité de M. Ouattara. C'est de là que vient tout le problème. On peut bien dialoguer. Mon co-directeur disait tout à l'heure, nous fait 15 ans de dialogue et que 15 minutes de guerre. D'accord. Mon dialogue, le fondement, c'est quoi de ce dialogue-là? Les fondamentaux du dialogue, c'est quoi? On va sur quelle base? Ok, je concède ça, vous concédez ceci. M. Ouattara concède quoi? La seule chose qui est demandée à M. Ouattara, c'est de respecter la Constitution. Donc, c'est limité à ces 2 mandats. C'est là tout le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà, oui. Monsieur Sissoko, je reste encore avec vous. Tout à l'heure, dans les propos de M. Kouman, il vous a il a demandé que vous reveniez sur certains des propos que vous avez émis, un peu plus de clarté. Monsieur Kouman, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que vous demandez à monsieur... Oui, allez-y, monsieur Kouman. Oui, mon co-débatteur, j'ai cru avoir entendu, sauf si je ne m'abuse, qu'il a parlé de l'ex-président Ouattara. Monsieur Sissoko? Alors, je voudrais rassurer M. Kwasi Kouman qu'effectivement, M. Ouattara est l'ex-président de Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt, quand on a fait 2 mandats, vu la Constitution en son article 55, on ne va pas au-delà de ces 2 mandats-là. Et quand au soir du 31 octobre 2020, M. Ouattara a été incapable d'offrir aux Ivoiriens une élection inclusive, démocratique et transparente, le mandat de Ouattara a pris fin au soir du 31 octobre 2020. Et dès cet instant, dès le 1er novembre 2020, nous sommes dans un vide. Monsieur Sissoko, on a perdu votre son. Monsieur Sissoko, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Voilà, allez-y, reprenez tout à l'heure vos propos. On avait perdu un temps soit peu votre son. D'accord. Alors, je disais tantôt, quand on a fait 2 mandats et qu'au soir du 31 octobre 2020, M. Ouattara a été incapable d'offrir aux Ivoiriens une élection inclusive, démocratique et transparente, dès cet instant-là, M. Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas pu organiser des élections. Dès le 1er novembre, on n'a plus de président en Côte d'Ivoire, on a un vide institutionnel. Voilà pourquoi les forces vives de la nation, pour ne pas laisser ce vide institutionnel, les forces vives de la nation ont donc décidé de mettre en place le Conseil national de transition qui permettra, n'est-ce pas, aux Ivoiriens de non seulement Voilà, madame, on va revenir un peu. Madame, merci beaucoup, monsieur Sissoko, d'avoir apporté ces précisions. C'est une question. Je voudrais aussi préciser qu'entre les co-débatteurs, voilà, j'accepte que vous posez des questions, surtout
et apporter un certain éclaircissement quand l'autre ne comprend pas vos propos. Madame Diaby, Oui. Madame Diaby, en dehors du médiateur de la République de Côte d'Ivoire, nous avons vu la chefferie ivoirienne. Nous avons vu la chefferie ivoirienne qui est en train de faire un tour aujourd'hui pour ramener, pour parler de paix, pour parler de cohésion sociale, pour dire aux Ivoiriens que c'est vrai, ce qui s'est passé, mais on reste tous des enfants d'une très chère mère patrie. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui le poids et surtout l'impact de ces actions de la chefferie ivoirienne sur la vie quotidienne des Ivoiriens? Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai l'impression qu'on assiste à un bras de fer entre l'opposition et le pouvoir en place. Et je dirais même un peu plus, j'irais même un peu plus loin. Je dirais qu'on a l'impression d'être, il y a une partie de la population ivoirienne qui a l'impression d'être prise en otage par les politiciens ivoiriens. On assiste à des c'est toi la faute, c'est moi la faute. Les deux partis avec lesquels on discute aujourd'hui sont coupables, ou en tout cas, ils sont comptables de cette constitution dont on débat. Que ce soit le GPS ou le RHDP, ou encore le PDCI ou le président Bédié, cette constitution a été adoptée avec ces trois partis. Les seuls qui sont crédibles, à mon avis, pour contester en tout cas cette constitution et tout ce qui en résulte, ce sera éventuellement le professeur Mamadou Koulibaly et le FPI avec Pascal Affi-N'Guessan. Mais pour revenir à la Constitution ou encore surtout au sujet de notre débat qui est la paix durable, on va pas se limiter à la dernière crise parce que c'est une crise parmi tant d'autres et puis on va continuer à avoir des crises, surtout à la veille des élections, tant qu'on n'aura pas fini de résoudre le problème véritable de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu le représentant du RHDP nous dire qu'ils sont oufouettistes. Mais Oufouet disait qu'il n'y aura pas de paix durable tant que la force paraîtra l'unique possibilité ou l'unique recours pour régler des situations intolérables. C'est pour ça qu'il préférait le dialogue. Et chez nous, et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on a quelque chose qui est terrible, c'est le manque de confiance. Ce manque de confiance dans notre voisin, ce manque de confiance dans nos magistrats, ce manque de confiance dans nos institutions et surtout ce manque de confiance dans nos dirigeants. C'est aussi ça qui pose le problème de la crise ivoirienne. Lorsqu'on me parle du Conseil constitutionnel, on me dit qu'il y a un vice constitutionnel. Il y a eu des discours, il y a eu des débats, mais si on n'arrive pas à entendre le mot de fin, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nos institutions. On n'a pas confiance en la CEI, on n'a pas confiance au Conseil constitutionnel. Il y a une fracture au niveau de la population, il y a une fracture entre la population et ses dirigeants. Et moi, personnellement, je ne me sens ni représentée ni par le RHDP, ni par le GPS, ni par le FPI. Je ne me reconnais aucunement dans leur prise de position. Parce que j'ai l'impression que les vrais problèmes de la société, les vrais problèmes des Ivoiriens ne sont pas résolus. J'ai l'impression que les personnes sont restées fixées ou sont plutôt galvanisées par leurs propres intérêts. Si on arrive à une crise où les dirigeants n'arrivent pas à discuter, on a un problème. Et surtout, ce problème qui est récurrent, qu'à la veille ou chaque fois qu'on a des élections, on a automatiquement des crises ethniques. Et je pense que c'est fait à dessein. Et c'est même attisé des fois pour qu'on en arrive là. Il faudrait qu'on arrête de jouer avec la vie des Ivoiriens. Il faudrait qu'on arrête cette roulette russe là où on essaie de voir qui va mourir en premier. Bonjour, merci beaucoup, Madame Diaby. Monsieur Kouman, la question que j'ai posée en appui aux actions du médiateur de la République de Côte d'Ivoire, la chefferie ivoirienne est en train de faire un tour aujourd'hui pour sensibiliser, pour conscientiser. Est-ce que vous pensez que c'est un poids fort pour le renforcement de la cohésion sociale, pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire, entre les enfants de la Côte d'Ivoire? Voyez-vous, tout ce qui est concours à la paix, ça n'a jamais été moindre. Tous les efforts sont les bienvenus.
Mais avant même de répondre à cette question, je voudrais rappeler à mon co-débatteur, M. Sissoko, du GPS, je ne sais pas s'il vient de se réveiller, mais je voudrais lui rappeler tout simplement qu'il y a eu un processus électoral, il y a eu des candidats qui se sont présentés, il y a eu une CEI qui a fait son travail, les dossiers ont été déposés à la CEI, il y a une élection qui a eu lieu le 31 octobre dernier, et c'est le président, le candidat Alassane Dramane Ouattara du RHDP qui a été élu. S'il vient de se réveiller, je vais lui rappeler tout simplement. Et on ne peut pas rester dans une situation, on ne mettra pas l'avenir et le destin de la Côte d'Ivoire en mode pause parce que le président du GPS qui se prend pour un sociopathe qui a du mal à composer dans un environnement ou dans un écosystème normal, veut absolument que dès que lui, il n'est pas dans une compétition, la compétition n'a pas sa raison d'être. Je rappelle que cette élection a bien eu lieu. Tous les standards internationaux ont été respectés. Le président Alassane Ouattara a reçu les félicitations du monde entier, la communauté internationale, les organisations sous-régionales et régionales, l'Union africaine, la CEDEAO, etc., etc. Donc, je ne peux pas accepter qu'il puisse ici dire qu'à partir du 1er novembre, on est rentré dans un vide constitutionnel. Nous ne sommes pas dans un vide constitutionnel. Il y a ceux qui ont décidé de sortir de la Constitution, il y a ceux qui ont décidé de se mettre à l'écart de l'état du droit. Je voudrais rappeler tout simplement que le président Bédié lui-même, c'est en vertu de l'article 11 de notre première Constitution que un certain soir du 7 décembre 1993 qu'il a accédé aux responsabilités. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. À un moment donné, il faut un minimum de sincérité et surtout de confiance dans nos institutions. On ne peut pas dire, à partir du moment où celui qui est à la tête de telle institution, il a été nommé par l'exécutif, donc toutes les décisions qui seront prises sont en faveur de l'exécutif. Non. En France, il y a le Conseil d'État, il y a la Cour de cassation, il y a le Conseil constitutionnel. Ceux qui sont à la tête de ces institutions-là ou de ces juridictions ont été nommés par des gens. En Côte d'Ivoire, on n'ira pas chercher des extraterrestres pour venir diriger nos institutions. Donc, je rappelle simplement à mon co-débatteur que le président Alassane Ouattara a été bien élu. C'est un plébiscite. Aujourd'hui, en homme de paix, en homme de concorde, en homme de cohésion sociale, il essaie de tendre la main à tous ses frères, à toutes ses sœurs de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ensemble que nous allons bâtir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en sortant du cadre légal, ce n'est pas en se mettant à côté du droit qu'on peut bâtir une véritable nation. Nous sommes dans la légalité. Les élections ont eu lieu, elles ont été tenues, elles ont été très bien tenues et il y a un candidat qui a été élu, il s'appelle Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire qui puisse avancer. Monsieur Sissoko, la chefferie ivoirienne, en appui aux actions du grand médiateur, est en train de faire aujourd'hui le tour en Côte d'Ivoire pour sensibiliser nos parents quant au retour de la paix. Alors, vous, à votre niveau, comment voyez-vous la chose? Est-ce que vous y croyez? Le geste de la chefferie est à saluer. Quand les fils d'une même patrie ne s'entendent pas, se chamaillent, il revient à nos gardiens des us et coutumes de prendre leur bâton de pèlerin et de parler à chacun des enfants de la Côte d'Ivoire, afin que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour qu'ensemble, nous sauvions notre vie. Ceci étant, je vais répondre très rapidement à ce qu'ont dit mes deux co-débatteurs, à commencer par Mme Diaby, qui disait tantôt qu'à l'exception du Premier ministre Afi et de Mamadou Koulibaly, tous les autres ont voté pour la Constitution et que c'est seulement ces deux-là qui peuvent contester la Constitution. Mais Mme Diaby, nous, à l'opposition, et singulièrement GPS, n'est pas en train de contester la Constitution, justement. Nous sommes en train d'appeler au respect de la Constitution. Oui, Mme Diaby, en 2016, nous avons appelé. En 2016, nous avons battu campagne pour le oui au référendum pour cette Constitution-là. Et aujourd'hui, nous nous battons pour le respect, justement, de la Constitution, qui limite les mandats à 2. D'accord. Alors, concernant M. Kwasi Kouman, qui sort du cadre élégant du débat, quand il traite le président Soro de sociopathe,
j'aurais aimé que le modérateur de Ivoire TV le rappelle à l'ordre. Je laisserai passer cette fois-ci et je vais attendre une seconde fois. Et je sais qu'au RDR, enfin au RHDP, dans tout débat, c'est l'injure, leur argumentaire. Mais je ne vais pas répondre à cela. Je vais attendre une seconde fois. Quand M. Kouman dit que c'est l'article 11 de la première constitution qui a permis au président Bédié d'être président de la République. Mais je voudrais rappeler à M. Kouman que non, je ne dors pas. Il y a longtemps que je suis réveillé. Cet article 11, pour être appliqué, savez-vous que M. Ouattara a fait mains et pieds pour ne pas que cet article 11 de la Constitution soit appliqué? En 1993, effectivement, l'article 11 de la Constitution disait ceci. En cas de vacance du pouvoir, il revenait au président de l'Assemblée nationale d'en assurer l'intérim. Le 7 décembre 1993, quand est décédé le président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Dramane Ouattara, a fait mains et pieds, comme je disais tantôt, pour chipper le pouvoir à M. Bédié. N'eût été la clairvoyance des Ivoiriens, n'eût été les hommes des Ivoiriens autour de Bédié qui ont exigé l'application pure et simple de la Constitution. Ouattara a un problème avec les lois ivoiriennes. Ouattara, voilà un monsieur qui, de toute sa vie, n'a jamais respecté un seul article de droit en Côte d'Ivoire. Et ça a commencé par l'article 11. Vous faites bien, M. Kouman, de le rappeler. Et vous avez souri tout à l'heure quand j'ai dit que M. Ouattara a tout fait pour ne pas que cet article soit appliqué. Vous savez de quoi je parle. Donc, nous dit que de sortir du cadre légal. Mais qui est sorti du cadre légal, M. Kouman? C'est bien Alassane Dramane Ouattara qui est sorti du cadre légal dès le 6 août. Voilà un monsieur qui, le 5 mars, devant toute la Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale, le Sénat réuni à Yamoussoukro, a dit qu'il ne restera pas candidat pour un troisième mandat. Donc, respectez la Constitution. Maintenant, quand par malheur, le candidat qu'il a imposé dans son parti est décédé. Mais je voudrais rappeler à M. Kouman que notre Constitution, c'est le ticket présidentiel, c'est-à-dire président et vice-président sont votés en même temps. Quand il a imposé au comment il s'appelle, Amadou Gon Coulibaly, qui était le vice-président prévu pour accompagner Amadou Gon Coulibaly au soir du 31 octobre 2020. Mais rappelez-vous, Ivoire TV, quand il a imposé ce monsieur, le Premier ministre, quelque temps après, en pleine crise sanitaire, M. Ouattara a fait modifier la Constitution, disant ceci: on n'aura plus de ticket présidentiel, c'est-à-dire vice-président et vice-président élus en même temps. Seul le président est élu et après élection, le président élu. Non. Voilà, monsieur Sissoko. Monsieur Sissoko, voilà. Merci. Je vous donne 5 secondes pour clore vos propos. Une fois que le président est élu, le président nomme son vice-président. Mais qui était prévu pour être vice-président de Amadou Gon Coulibaly? Mais celui-là pourrait bien succéder à Amadou Gon Coulibaly qui est décédé. Pourquoi lui résigne? Merci beaucoup, monsieur Sissoko. Merci beaucoup, monsieur Sissoko. Madame Diaby, la condition sine qua non de la reprise du dialogue est la satisfaction des doléances de l'opposition, dont la libération des prisonniers politiques. Alors, est-ce que vous pensez que leur responsabilité juridique vis-à-vis des faits qui leur sont reprochés est établie pour que certainement on arrive à la reprise du dialogue comme l'impose l'opposition? Alors, je me permets de revenir sur votre précédente question parce que je me suis rendu compte que je n'y ai pas répondu entièrement. Concernant la chefferie dans son rôle de promotion de la paix. Alors, puisqu'on a tourné le débat jusqu'ici autour de la Constitution, je me permets de vous rappeler que lorsque je préparais justement ce débat, j'ai décidé d'aller voir un peu notre Constitution et puis voir combien de fois le mot paix est mentionné dans la Constitution, qui a été débattu, soutenu par mes deux co-débatteurs et leur parti. On a le mot paix dans la Constitution 2 fois. On en a tellement discuté ces dernières années, on en a tellement parlé, mais le mot paix existe dans notre Constitution que 2 fois. Première fois, lorsque le président a le pouvoir de signer des traités de paix au nom de la Côte d'Ivoire. Et deuxième fois, c'est justement pour les chefferies qui ont, la chefferie a, elle, la mission de promotion des idéaux de paix. Donc, pour revenir à votre question,
cette mission de promotion des idéaux de paix est une mission constitutionnelle de la chefferie. C'est pas, on va dire, c'est pas une action libre. C'est sa mission constitutionnelle, c'est ce qui a été confié à la chefferie, entre autres. Donc, lorsqu'elle prend son bâton de pèlerin pour essayer de promouvoir ou en tout cas à ramener les débats à une discussion, à des négociations pour aller vers une paix durable, elle reste dans son rôle. Mais je dirais que ce bâton de pèlerin, cette démarche n'est pas suffisante. Parce qu'on va encore revenir un peu à nos solutions qu'on a toujours adoptées jusqu'ici, un pansement de l'abcès sans crever l'abcès entièrement. Et pour revenir à votre question de tout à l'heure concernant les prisonniers politiques, moi je pense que lorsqu'on est dans une discussion, surtout dans une impasse politique, il faut essayer de négocier. On ne peut pas être intransigeant sur tout, que ce soit l'opposition ou le parti en place. Il faut écouter l'autre, il faut entendre l'autre et il faut essayer de s'accorder. Il y a des points qu'on ne peut pas, où les deux positions ne pourront pas être accordées. On est totalement conscient de ça. Il y a l'opposition qui demande que M. Ouattara parte. Je pense que ce train, il est passé. Et voilà. Et Ouattara, clairement, le président Ouattara, clairement, qui n'est pas d'accord avec cette prise de position, en tout cas, cette barrière que l'opposition a faite. Maintenant, là où on pourrait s'accorder, ce serait quoi? Les prisonniers politiques. Lorsque tout ce qu'on leur reproche, c'est ce qu'ils ont dit. La liberté d'expression est quand même garantie par notre Constitution. La liberté d'appartenance politique est aussi garantie par notre Constitution. Donc, si c'est tout ce qu'on leur reproche, je ne comprends pas pourquoi ils sont maintenus. Maintenant, si au-delà de ça, ils se sont rendus coupables d'autres infractions ordinaires sanctionnées par le Code pénal, alors ils doivent répondre de leurs actes. Mais moi, c'est surtout sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est que peu importe le parti, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition, lorsque quelqu'un s'est rendu coupable d'un crime, il faudrait qu'il subisse la rigueur de la loi. Le fait d'appartenir au pouvoir ne devrait pas être une carte d'immunité qui va nous soustraire à la sanction de la loi. Ou encore le fait d'appartenir à l'opposition ne devrait pas faire qu'on soit puni plus que nécessaire ou qu'on subisse la rigueur de la loi plus que nécessaire. Voilà, Monsieur Kouman, rebondissez sur la question. L'une des conditions sine qua non de l'opposition aujourd'hui pour la reprise du dialogue pour ramener la paix en Côte d'Ivoire, qui est le thème de cette émission d'aujourd'hui, c'est la libération des prisonniers politiques. Est-ce que vous y voyez? Monsieur Kouman, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, voilà, pour ramener la paix en Côte d'Ivoire? Libération des prisonniers politiques, dialogue, entretien, soutien de part et d'autre. Allez-y, quand il s'agit de la libération des prisonniers politiques, tout ça dans le renforcement du tissu de la cohésion sociale. Je vous remercie pour la question. Avant de répondre à la question, je voudrais répondre un tant soit peu. Je fais un flashback par rapport à ce que mon co-débatteur, M. Sissoko, disait tout à l'heure. L'article 24 de la Constitution, c'est vrai que ça repart l'article 11, pardon, de la Constitution de 93 à la mort du président Houphouët. Le président, à l'époque, Premier ministre Alassane Ouattara, n'a jamais fait main et pieds pour ne pas qu'il soit appliqué. Légaliste qu'il est, il n'aurait jamais pu le faire. Et je voudrais dire tout simplement aussi, quand on nous parle de 2 mandats, je crois que c'est un vieux débat sur lequel on ne doit même pas revenir. Comme l'a dit Mme Diaby tout à l'heure, ce train-là, il est passé, cette histoire de Constitution. La Constitution, à partir de 2016, on est passé dans une nouvelle république. Je crois que c'est un vieux disque et un vieux CD, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis, je voudrais dire tout simplement à mes co-débatteurs ou à mon co-débatteur, M. Diaby, il n'appartient pas à l'opposition de définir le portrait robot de notre candidat. Le président Alassane Ouattara n'a jamais imposé feu Amadou Gon comme candidat. C'est une proposition qui a été faite et c'est tout à fait normal dans un parti politique. La figure tutélaire peut proposer quelqu'un et nous-mêmes, en tant que militants du RHDP,
c'était un candidat qui nous était convenable. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas à vous, opposition, de nous dresser un portrait de celui qui doit être notre candidat. Je ferme la parenthèse. Donc, pour revenir aux exigences ou aux conditions de l'opposition. Le président Bédié, à la sortie de sa rencontre avec son frère le 11 novembre, où on a pensé que le train du dialogue, de la discussion, du débat allait se mettre en route, quelques jours après, il a fait un rétropédalage pour parler de conditions. Et hier, je pense qu'il disait qu'il était à l'hôtel du Golfe pour l'aider. Je crois que ce ne sont pas des propos qui peuvent qui ont tendance à détendre l'atmosphère ou à réchauffer les relations. En Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la séquence des élections présidentielles qu'on vient de vivre, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers. Le prisonnier politique suppose que des gens ont été arrêtés pour le simple fait qu'ils appartiennent à un parti politique, PDCI, FPI, etc., etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des actes qui ont été posés. Des gens ont été tués. Des routes ont été barrées par des troncs d'arbres. Il y a eu des accidents qui ont causé des décès. Il faudrait que ces personnes répondent de leurs actes. On ne peut pas passer par ce genre de situation par fait de profit. Ce n'est pas possible. Donc, laissons la justice faire son travail. Après, la justice rendra ses conclusions, les enquêtes, on saura quelles sont les responsabilités des uns et des autres. On ne peut pas, au nom de la paix, et je sais que la paix, elle est chère pour nous tous, mais on ne peut pas, au nom de la paix, tout passer sous le boisseau pour dire, bon, ben, écoutez, comme on veut la paix, on laisse tomber tout ça, et puis bon, regardons le débat. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous sommes dans un état de droit, il y a des règles de droit, et les règles doivent être appliquées pour tout le monde. Et tous ceux qui ont causé des actes qui sont punis par le code pénal, ils doivent répondre de leurs actes. Et après, on verra. Voilà, monsieur Sissoko, l'une des conditions sine qua non pour l'opposition de revenir autour de la table du dialogue, c'est la libération des prisonniers politiques, c'est la libération de Afin Guessan, c'est la libération de Maurice Kako Dikawie. Est-ce que vous pensez que cette requête sera satisfaite? Je disais en début de propos que ce semblant de dialogue initié par l'ex-président Ouattara est juste pour gagner du temps. Comment initier le dialogue avec l'opposition pendant que le président du FPI, le premier ministre Afin Guessan, est en prison, est gardé au secret? Et tenez-vous bien, jusqu'à ce jour, le premier ministre Afi n'a pas encore rencontré ses avocats pour parler du dialogue. Maurice Kako Dikawie est en prison pour le seul fait qu'il était présent à la résidence de M. Bédié. Mais M. Ouattara a mis un blocus autour de la résidence du président Bédié. C'est fait joli quand on dit blocus. En réalité, le président Bédié était assigné en résidence surveillée. C'est ça la vraie réalité. Ce n'était pas un blocus. Car même la chefferie qui aujourd'hui est en train de faire des va-et-vient a été empêchée à l'entrée de Cocody d'avoir accès à la résidence du président Bédié. Mon co-débatteur, M. Kouman, se targue de dire nous militants RHDP. Mais M. Kouman, vous connaissant, vous êtes à la base d'un mouvement sourire à Nantes, vous, M. Kouman. Militants RHDP aujourd'hui. On a besoin d'hommes de conviction. On a besoin de gens qui, dans la politique, ne viennent pas pour des intérêts personnels, mais qui viennent pour l'intérêt commun, pour la patrie. Monsieur Kouman, que vous voyez, est à l'origine d'un mouvement souriste à Nantes. Savez-vous pourquoi il s'est retiré? Parce qu'il a dit qu'il y a des nominations qui sont faites et lui, SEM, secrétaire général, n'aura pas de place. On va y revenir s'il répond ici à la question. Il parle de justice. Oui, il y a eu des morts. Mais, monsieur Kouman, qui a tué ces jeunes-là? Mais c'est précis dans notre Constitution, en son article 20, la liberté de se réunir et de manifester. C'est garanti par la Constitution. Allez lire la Constitution à son article 20. Parce que dans la Constitution, ils ne sont intéressés que par l'article 55 qui parle de l'élection présidentielle. Allez lire toute la Constitution. L'article 20 dispose que les Ivoiriens ont le libre choix de se réunir et de manifester. Quand des partisans du RHDP sortent pour soutenir Ouattara,
ils sont encadrés par la police, par la gendarmerie. Quand l'opposition, les Ivoiriens au menu, sortent pour dénoncer ce troisième mandat, ce viol de la Constitution, qu'est-ce qu'on voit? La milice, à la sorte de l'ex-président Ouattara, s'attaque aux Ivoiriens au menu. On a vu ici le jeune, il n'a même pas 35 ans, dont la tête a été transformée en ballon, paix à son âme. Mais ceux qui sont morts là, et eux, il y a telle une justice, et il y a même des vidéos, le petit qui tire la tête de celui qui a été tué. Il y a telle une justice qui allait attraper ces jeunes-là. Les vidéos circulent. Il n'y a pas d'enquête pour dire on va les rechercher. Les vidéos circulent. Ils l'ont fait à visage découvert. La justice de Ouattara a-t-elle arrêté un de ces jeunes-là? Non, parce que c'est la milice de Ouattara. Alors, ne venez pas, M. Kouman, nous parler de justice, il faut dialoguer, mais la justice, il faut être... Non, mais dialoguer comment? Dialoguer avec qui? Et quelles sont les bases de ce dialogue-là? Le seul problème qui s'oppose aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Vous me dites, le train est passé, 3 mandats. Mais ceux même qui ont écrit la Constitution disent que c'est 2 mandats. Allez lire le professeur Ouraga Obou, émérite constitutionnaliste. Il était le président de ceux qui ont écrit cette Constitution-là. Allez lire Fraternité Matin du 10 octobre 2016. Je vous donne la référence, M. Kouma. Fraternité Matin, l'apparition du 10 octobre 2016. Allez lire ce que dit le professeur Ouraga Obou. Il était le président de ceux qui ont écrit la Constitution. Allez lire ce qu'il dit. Madame Diaby disait tantôt, moi je termine avec ça, qu'elle a l'impression qu'à la veille de chaque élection, il y a des crises interethniques et qu'il y a des politiques qui jouent sur cette fibre-là. Mais vous venez de décrire, de faire le portrait robot d'Alassane Dramane Ouattara. Voici un monsieur qui s'est assis à la télé et qui a dit aux Ivoiriens, parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman, on ne veut pas que je sois président. Mais c'est en cela que les nordistes sont reconnus en Alassane Dramane Ouattara. Il nous a tous menti, ce monsieur. C'est en cela que nous nous sommes reconnus en lui. Et c'est en cela que c'est ce qui a créé tout ce qui suit actuellement. Wow. Et rappelez-vous, tout dernièrement, Merci, monsieur Sissoko. Merci. 5 secondes pour votre mot de fin. J'ai 30 secondes. J'ai 30 secondes ou pas? Non. Vous avez déjà épuisé votre temps. Je vous donne 5 secondes. Généralement, ceux qui sortent, ah non, oui, ils sont allés faire une campagne au Nord disant que le président Soro Guillaume veut prendre le pouvoir pour donner aussi 10 à ses Ivoiriens. Mais c'est aujourd'hui qu'au RHDP, au RDR, qu'on sait que le PDCI, ils sont, comment on dit ça, Ivoiriens. En 2010, grâce à qui Ouattara est président. Voilà. Merci beaucoup, M. Sissoko. Je pense vous pouvez revenir sur vos propos après. Nous allons respecter le temps imparti à chacun des co-panélistes. Madame Diaby, oui. C'est vrai, avant de clore ce chapitre, en matière de droit, vous êtes juriste de formation. En matière de droit, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Et la responsabilité a 3 aspects. Il y a la responsabilité du fait personnel, il y a la responsabilité du fait d'une chose, et il y a la responsabilité du fait d'autrui. Alors, selon vous, la même question sera posée à votre co-panéliste. Et selon vous, sur la base de quelle responsabilité ici les opposants en prison doivent être poursuivis ou bien est-ce les 3 ensemble? Alors, ce dont vous venez de parler, les 3 catégories de responsabilités que vous venez de mentionner là, c'est au niveau de la responsabilité civile. La responsabilité pénale, elle est personnelle. Donc, la responsabilité civile, les 3 catégories de responsabilité que vous mentionnez, c'est la responsabilité civile, alors que nous sommes au niveau du pénal ici. Donc, ces personnes qui ont été mises en prison ou qui sont ces prisonniers politiques sont maintenus en prison selon normalement selon le droit, selon ce qu'ils ont fait eux. Ils ne peuvent pas être mis en prison parce qu'ils seraient responsables pour une autre personne. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Juste cette mention-là. Et pour revenir un peu sur les différents échanges entre mes 2 co-débatteurs, je reviens encore sur le sujet que notre discussion, le débat porte sur les actions à mener pour une paix durable.
Vous voyez que depuis le début du débat, mes deux co-débatteurs ne cessent de se jeter la pierre, c'est votre faute, c'est ta faute, c'est ma faute. Et finalement, on oublie cette question de responsabilité que vous mentionnez ici. Et là, je sors de la responsabilité pénale, mais la responsabilité en tant que politicien, la responsabilité en tant que dirigeant, qui est de s'assurer qu'on ait une paix durable. Et c'est ce que tous ceux qui sont passés à la tête de notre pays depuis ces 20 dernières années ont manqué de faire. Il faut avoir cette responsabilité et surtout une volonté politique d'aller vers une paix durable. Ici, il y a quelque chose qu'on ne doit pas écarter, c'est que des deux côtés, il y a eu des actes qui ont été commis, il y a eu des responsabilités, il y a eu des infractions qui ont été commises, il y a eu des personnes qui ont perdu la vie des deux côtés. Pendant ces 20 dernières années, on a eu de nombreuses pertes en vie humaine. Et jusqu'ici, les 10 dernières années du RHDP, y compris le PDCI et tous les anciens membres du RHDP, pendant ces 10 dernières années, j'ai jamais vu une action concrète de responsabilité pour une paix durable. On n'a pas eu des excuses publiques parce que, comme je l'ai dit chaque fois, lorsqu'on reste concentré sur sa propre douleur, c'est la douleur de l'autre qu'on nie. Des deux côtés, on a subi, des deux côtés de la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître, la Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Et des deux côtés de la Côte d'Ivoire, il y a eu des pertes. Mais nulle part, à aucun moment, et je reviens encore en disant, et là je vais indexer le parti au pouvoir, lorsqu'on est au pouvoir, on peut entreprendre plus que ceux qui sont dans l'opposition. Quand on est au pouvoir, on a la responsabilité de s'assurer qu'on puisse avoir une paix durable et surtout, on a l'obligation de dire plus jamais ça. On doit éviter de maintenir les tensions ethniques pour qu'à chaque fois, on revienne à ça. À chaque fois qu'on revienne à ces crises identitaires, à chaque fois qu'on revienne à des problèmes entre voisins ou entre citoyens ivoiriens. De cette responsabilité-là, je peux parler des heures parce que c'est ce qui fait défaut actuellement à nos dirigeants politiques. Cette responsabilité de s'assurer qu'on ait une paix durable. Cette responsabilité de dire à l'autre, excuse-moi, je t'ai fait du mal, j'ai eu du mal, j'ai eu mal, mais je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Juste pendant ces 10 dernières années, on n'a vu aucune de ces actions concrètement. Et ça continue. On va continuer pendant combien de temps à se lancer les fautes? Oui, il y a eu des morts de chaque côté. Oui, chacun est responsable. Alors, oui, que la justice joue son rôle, qu'on sanctionne les personnes qui sont coupables et surtout qu'on ait le courage de demander pardon à l'autre. C'est le seul moyen d'aller vers une paix durable. Il faut fixer les responsabilités, il faut demander pardon et il faut mener des actions pour une cohésion, pour qu'on puisse finalement aboutir à cette nation-là. Et comme on le dit dans notre abidjanaise à chaque fois, la patrie de la vraie fraternité, c'est un vœu pieux, mais jusqu'ici, aucune action concrète n'a été posée pour qu'on puisse atteindre cette patrie de la vraie fraternité. Et on ne va pas s'en sortir si on continue de toujours se lancer les fautes au visage ou de toujours se dexer, c'est ta faute, c'est ma faute. À quel moment on est responsable vis-à-vis du peuple? Voilà, Monsieur Kouma, on se situe aujourd'hui, c'est vrai que nous avons certains responsables de l'opposition qui ont été arrêtés, qui coupissent dans les prisons de Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de situer les différentes responsabilités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce une responsabilité personnelle, responsabilité du fait d'autrui, responsabilité du fait d'une chose? Je ne vous entends plus, moi. Oui, Madame Diaby, on vous entend très bien. Vous m'entendez, Madame Diaby? Oui, allez-y, Monsieur Kouma. Okay. Je demande à la régie. Oui, allô, je ne vous entends plus. Oui, on vous entend, Madame Diaby, mais je voudrais demander à Monsieur Kouma, allez-y pendant que la régie va rattraper Madame Diaby. OK. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir vite fait, mais vraiment vite fait, sur un élément, parce que les débats de constitutionnalistes, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon on ne va pas en finir aujourd'hui. Je voudrais revenir juste sur un fait que mon co-débatteur, M. Sissoko, vient de sortir. Il semblerait que j'aurais initié un mouvement sur ici à Nantes. M. Sissoko, il y a erreur sur la personne. Je ferme la parenthèse. Vous avez été très mal renseigné et c'est dommage. Il faudra rappeler la personne qui vous a renseigné qu'il y a eu erreur sur la personne. Je suis Kwasi Kofi Kouman. Il y a erreur sur la personne. Je ferme la parenthèse. Alors, pour parler de responsabilité,
effectivement, responsabilité pénale, responsabilité civile ou responsabilité du fait d'autrui. Je pense que c'est des volets aujourd'hui qu'il faut laisser entre la main de la justice pour situer les responsabilités de chacun. Effectivement, nous voulons aller à la paix. Et je vous le dis, peut-être que je ne le dis pas avec beaucoup de force ou beaucoup de hargne, mais nous voulons la paix. Nous, au RHDP, nous sommes pour la paix. Et Mme Diaby l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où nous sommes en responsabilité, peut-être que nous avons un débat beaucoup plus élevé que les autres. Et c'est pour ça que le président Alassane Ouattara a tendu la main à son frère Henri Konan Bédié. Mais en même temps qu'il tend la main, effectivement, il y a des responsabilités à situer, qu'elles soient civiles, qu'elles soient pénales ou qu'elles soient des responsabilités du fait d'autrui. Parce que quand on lance un appel à la désobéissance civile, quand on lance un appel au boycott actif, c'est-à-dire qu'on lance des concepts en y mettant ce qu'on a envie d'y mettre, parce que j'ai cru comprendre que le boycott actif, il s'agissait d'empêcher l'élection par tous les moyens. Mais en même temps qu'on lance ce genre de mot d'ordre, effectivement, on engage sa responsabilité quelque part, parce qu'après, il y a eu par rapport à cette désobéissance civile, à ce boycott dit actif, il y a eu des décès, il y a eu des morts. Donc, il faut situer ces responsabilités-là. Et je pense que quand on parle, j'ai écouté tout à l'heure Mme Diaby tranquillement, quand on parle de recherche de paix, de concorde, de cohésion sociale, je pense qu'il faut qu'on puisse prendre appui sur deux choses, la sincérité et la confiance. La sincérité et la confiance sont les deux piliers les plus importants parce qu'on ne peut pas venir à un débat en posant des conditions, des préalables, des exigences. On ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, je ne fais pas cela. Si on ne fait pas cela, je ne fais pas ceci. On ne peut pas aller à un débat de façon sereine si on commence déjà à montrer les biceps, si on commence déjà à dire non, on leur met la pression avant d'aller à ce débat-là. Mais je crois que ça ne doit pas se faire comme ça. Bien au contraire, on doit venir avec un minimum de sincérité sans avoir un agenda caché. Et puis, avec la sincérité et la confiance, nous pourrons faire germer quelque chose de plus solide, de plus durable pour qu'on sorte de cette séquence-là, cette séquence dans laquelle on vit depuis plusieurs années maintenant. Donc, responsabilité, oui, mais ça sera laissé au parquet, au magistrat, au juge de définir les responsabilités des uns et des autres. Après, bien évidemment, il faudrait, pour sortir de cette séquence-là, les débats vont toujours continuer. Il ne faut jamais s'arrêter de discuter. Il ne faut jamais s'arrêter d'échanger. Parce que la guerre, on la commence par la parole, on finira toujours par la terminer par la parole. Voilà, merci bien, M. Kouman. Monsieur Sissoko, on essaie de situer un peu les responsabilités dans le cas échéant. Voilà, responsabilité personnelle, responsabilité du fait d'une chose, responsabilité. Vous, à votre niveau, au niveau de M. Sissoko, vous rebondissez un peu sur cette question. Responsabilité du fait d'autrui. Merci. La responsabilité personnelle, la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité du fait d'une chose. Ivoire TV, sachez que en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un déni de justice. Les vidéos surabondent sur les réseaux sociaux dans lesquelles on voit la milice à la solde de Ouattara s'attaquer aux Ivoiriens au menu en train de manifester. Les vidéos surabondent quand les Ivoiriens marchent pour se réunir au stade Félix-Faubagny et que les cars sont attaqués en cours de route. Les vidéos sont là, les visages sont découverts, mais il n'y a pas de justice. Et j'entends dire mon co-débatteur, oui, il faut le dialogue, mais maintenant il faut la justice. Afin que ça aille en prison, on ne sait même pas aller dans quelle prison. Jusqu'à ce jour, je le disais, ces avocats n'ont pas encore accès à lui. Sommes-nous dans une justice? N'est-ce pas la justice? Parce que quand on a une justice, un interpellé, quelqu'un qui a un garde à vue, la première des choses, il a accès à ses avocats. Jusqu'à ce jour, le Premier ministre Afin n'a pas encore accès à ses avocats. De quelle justice parlons-nous? Madame Diaby disait tantôt que le RHDP, avec PDCI et tous ceux qui étaient là avant, n'ont rien fait pour la paix. Et à Madame, dès 2012, le président Soro, président de l'Assemblée nationale en son temps, a commencé une campagne de sensibilisation
où il faisait une tournée pour parler de paix, de réconciliation, mais surtout de pardon. Savez-vous qu'après l'étape d'Argoville, il a été interpellé pour qu'il arrête cette tournée. Il a été interpellé par le pouvoir pour qu'il arrête cette tournée. Pendant 10 ans, le pouvoir Ouattara n'a mené aucune action pour la paix. Tout à l'heure, vous posez la question que moi et l'autre co-débatteur, M. Kouma, nous dévions du sujet. Nous sommes dans le sujet. Quelles sont les actions à mener pour une paix durable? Mais la première action à mener pour une paix durable, c'est le respect de nos normes constitutionnelles et qui commence par se limiter à 2 mandats. C'est là le vrai problème. M. Kouma disait, il a ouvert une parenthèse qu'il a fermée aussitôt qu'il a erreur sur la personne. Kwasi Kofi Kouma, pardon, M. Kofi Kwasi Kouma était... Il faut savoir de qui vous parlez. Oui, allez-y. Ivoire TV, je n'ai pas encore interrompu quelqu'un. Alors la bienséance voudrait que M. Kouma me laisse terminer mon propos. Allez-y, M. Sissoko. Il est bien évidemment, lui, Kwasi Kofi Kouma, à la base de l'instauration, de l'implantation à Nantes des mouvements pro-souris. Je ferme la parenthèse s'il veut lui aussi. Il disait tantôt, oui, appel à la désobéissance civile, le boycott actif, empêcher les élections par tous les moyens, ont créé des morts, des blessés, et il faut la justice. Mais s'il y a un premier que la justice devrait interpeller et faire juger, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. En 1995, Alassane Dramane Ouattara a appelé au boycott actif. M. Kwasi Kouma n'est pas du RDR. M. Kwasi Kouma, il va me renseigner, vient d'arriver au RHDP. En 1995, le premier appelé au boycott actif, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Allez-y fouiller dans les archives. En 2010-2011, pendant la crise post-électorale, celui-là même qui a appelé à la désobéissance civile, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Allez-y fouiller dans les archives, monsieur. Allez-y fouiller. Vous venez d'arriver au RDR, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Madame Diaby, Soro Guillaume a de tout le temps en 2012 fait des tournées pour la paix, pour le pardon et la réconciliation. Et concernant la responsabilité, le seul coupable de tout ce qui est engendré comme mort, comme blessé, comme séquelles, c'est Alassane Ouattara. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs, je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent sur Ivoire TV qu'après le 6 août 2020, quand Alassane Dramane Ouattara a annoncé sa volonté de violer la Constitution, les Ivoiriens, de façon spontanée, ont pris la rue. Ce n'est pas Soro Guillaume qui a appelé les Ivoiriens en premier à prendre la rue. Ce n'est pas Henri Konan Bédié, ce n'est pas Afingessa. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui, conscients de ce qui est en train de se passer, ont librement pris la rue pour réclamer le respect de la Constitution. C'est après que la société civile a pris le relais. Et on a vu Pulcheri, qui aujourd'hui est encore en prison. Et toute la direction de GPS est en prison pour ce même fait. Je vois que mon co-débatteur est parti, sûrement il a un souci avec sa connexion et tout. Alors, Mme Diaby, je voudrais vous rassurer, nous sommes dans le débat et le seul problème en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur, depuis qu'il s'est intéressé à la politique ivoirienne, on a toujours eu des problèmes. Je citais tout à l'heure, en 1993, il a tout fait pour ne pas que l'article 11 soit appliqué. En septembre 1999, il disait sur les antennes, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Le 24 décembre 1999, la Côte d'Ivoire a connu son premier coup d'État. J'espère qu'il a suivi ce que je suis en train de dire. Non, je viens d'arriver, donc... S'il vous plaît, vous venez d'arriver. Je disais tantôt, je tente de rafraîchir la mémoire à nos téléspectateurs, aux téléspectateurs d'Ivoire TV, qu'en septembre 1999, Alassane Dramane Ouattara disait ceci, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. 3 mois après, 24 décembre 1999, la Côte d'Ivoire a connu son premier coup d'État. En 2001, il disait encore, quand M. Gbagbo était au pouvoir, nous n'allons pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Le 19 septembre 2002, juste quelques mois, la Côte d'Ivoire a connu dans sa jeune histoire sa première rébellion. Si la Côte d'Ivoire a un problème, il est situé, il est connu, il a un visage, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si la paix jusqu'à 30 ans, je dépasse secondes, voilà. Si la paix depuis 30 ans n'est pas encore stable en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il voudrait dire que la paix en Côte d'Ivoire n'est pas inhérente à la violation. Merci beaucoup, M. Sissoko. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent en direct ce soir
que nous sommes en direct via Skype avec Madame Mariam Krawer Diaby, voilà, depuis la Suisse, citoyenne ivoirienne sur ce plateau. En un mot, certainement représentant la société civile. Elle va me démentir, confirmer mes propos tout à l'heure. Et puis bien sûr avec Madame Mariam Krawer Diaby, nous avons Monsieur Kwasi Kofi Kouma. Monsieur Kwasi Kofi Kouma, il est le délégué régional du RHDP, il vit en France. Et puis, avec mes deux premiers invités, nous avons M. Sissoko Ousmane, qui est secrétaire général du Rassemblement GPS, qui aussi vit en France. Le thème de l'émission de ce soir, c'est cohésion sociale. Quelle action mener pour une paix durable en Côte d'Ivoire, afin que les fils de la Côte d'Ivoire puissent se retrouver et partager le même temps ensemble dans un environnement, bien sûr, assez restreint, qui est notre Côte d'Ivoire sur nos 322 000 km². Alors, Madame Sissoko, pardon, je m'excuse. Madame Diaby, je voudrais dire. Madame Diaby, autant pour moi. Madame Diaby, voilà. Oui. Au titre de l'enseignement, que font aujourd'hui les organisations de la société civile à œuvrer à la cohésion sociale et à l'unité nationale? Je n'ai pas bien entendu le début de votre question. Je crois que j'ai eu une coupure. Au titre de l'enseignement, parce que nous constatons que nous constatons qu'aujourd'hui il y a une crise d'éducation en Côte d'Ivoire. Chaque parti politique doit véritablement éduquer ses partisans, ses membres, pour éviter ce que nous avons connu. Alors, à ce titre, que devraient faire les organisations de la société civile à œuvrer à la cohésion sociale et à l'unité nationale? Alors, Alors aujourd'hui, le problème que nous connaissons en Côte d'Ivoire, c'est un véritable extrémisme. Voilà, on est PDCI, on est RHDP, on est ceci, on est cela, ou par moment, on essaie de calquer un peu la personne de notre leader. Donc, on oublie un peu le côté objectif et on va avec ce qui est subjectif. Donc, je pense que tous les partis politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont indexés. Alors, que devrons-nous faire? Est-ce que véritablement il existe une société? On va arriver au problème des partis politiques tout à l'heure. Mais dans un premier temps, la question que je pose, est-ce qu'il existe aujourd'hui une véritable société civile en Côte d'Ivoire? Et que devrait faire cette société civile pour œuvrer pour la paix, pour œuvrer pour le renforcement du tissu social et comment, bien sûr, aller à l'unité nationale? Alors moi, à mon avis, ce qui est primordial de faire comprendre à la société civile, c'est que les partis politiques ont des intérêts égoïstes le plus souvent et que beaucoup de fois, on les utilise pour pouvoir atteindre ces intérêts égoïstes-là. Il faudrait déjà nous faire comprendre à la population qu'elle ne devrait pas être un sacrifice pour les intérêts égoïstes ou un sacrifice à l'autel des intérêts égoïstes des partis. Et ensuite, il faudrait aussi mettre dans la tête des gens que être militant, c'est un idéal. On milite pour des idéaux. On ne milite pas pour un clan, on ne milite pas pour une région spécifique, on ne milite pas parce que celui qui est à la tête de ce parti a un nom ou est originaire de chez moi. J'aimerais voir plus, prenons typiquement plus de sudistes au RHDP, plus de nordistes au FPI, soyons dans les extrêmes, et vice-versa. On arrête ce militantisme ethnique ou clanique qui nous amène chaque fois à cette distension-là. Surtout, je tiens à préciser qu'il faudrait absolument qu'on puisse éduquer notre population. Il faut éduquer notre population à la politique. Il faut éduquer notre population à comprendre qu'on ne doit pas mourir pour la politique. Et ça, le rôle de la société civile, elle est claire, c'est d'éduquer la population. Mais ce travail-là est beaucoup de fois, on va dire, bloqué
par la volonté. Parce que si d'un côté, la société politique éduque la population en leur faisant comprendre que les idéaux politiques se défendent avec argument contre argument, projet contre projet, et que d'un autre côté, on a des groupuscules ou des personnes qui vont faire comprendre que si vous ne votez pas X, vous serez en danger, ou si vous ne votez pas Y, vous serez en danger, ou en étant partisan du RHDP, vous assurez votre vie et la vie de vos enfants. Il faudrait qu'on puisse être sûr que peu importe la personne qui vient à la tête du pays, tous les citoyens ivoiriens sont en sécurité, que leur vie est protégée, qu'ils ne sont pas en danger, peu importe la région, peu importe la religion, peu importe l'origine du dirigeant qui est en place. C'est surtout ça qu'on doit faire comprendre à la population. Et il y a un énorme manque de civisme. L'Ivoirien est devenu cette personne-là qui répond, qui n'écoute pas pour répondre, mais qui répond souvent même sans écouter l'autre. C'est-à-dire, comment parler de manière virulente pour blesser l'autre sans tenir compte du mal qu'on est en train de faire. On est en train de créer des distensions énormes au fil des années. Je discutais récemment avec une personne et quand j'ai dit que je n'ai pas de parti pris, on m'a dit c'est pas possible. Il n'y a pas un Ivoirien qui dira qu'il n'a pas de parti pris. Je dis, je ne me reconnais en aucun parti politique ivoirien. Alors peut-être que je ne suis pas neutre parce que clairement je milite pour l'intérêt commun des Ivoiriens, mais je ne suis pas un militant d'aucun parti parce qu'aucun d'eux ne m'inspire confiance. Et je dis chaque fois, c'est parce qu'ils n'ont pas quelque chose de concret à nous proposer qui nous amène toujours avec ces débats et ces distensions ethniques. S'il y avait quelque chose de concret, s'il y avait vraiment des programmes qui étaient dans l'intérêt de population, on ne nous amènerait pas tout le temps sur ce sujet de distanciation ethnique ou de guerre clanique. Voilà, Monsieur Kouman, la question que je posais, existe-t-il aujourd'hui une société civile en Côte d'Ivoire, et si oui ou non, voilà, que devrait faire cette société civile à œuvrer à la cohésion sociale et surtout au renforcement de l'unité nationale? Oui, merci. Effectivement, il existe une société civile en Côte d'Ivoire et puis je pense qu'il y a plusieurs structures dans ce domaine qui œuvrent, qui sont dans ce registre-là. Et le gros problème, ça c'est l'un des problèmes que rencontrent nos sociétés civiles, c'est que la société civile ne doit pas aller chercher sa légitimité auprès des politiques. La société civile doit pouvoir rester à équidistance entre les partis politiques. Le politique n'a pas à donner une onction à une structure de la société civile. Et la crédibilité de la société civile, il y va de la crédibilité d'abord de la société civile, et c'est à partir de cette crédibilité qu'elle peut avoir un impact sur le fonctionnement de la démocratie, sur le fonctionnement des partis politiques. Eh bien, pour ce qui concerne les partis politiques, pour le RHDP que je connais mieux, et je présume que ça se passe un peu partout comme ça, les partis politiques ne sont pas des temps dressés pour le sommeil. C'est des structures d'intérêt privé, certes, où on a du monde, on a des gens, on a des messages à faire passer, certes pour la conquête du pouvoir, pour l'exercice du pouvoir, mais notre rôle principal, ou l'un de nos rôles, c'est de donner, d'éduquer les militants. Parce qu'un militant qui n'est pas éduqué à la chose de la démocratie, à la chose de la gestion du fonctionnement de la démocratie, il peut être un militant dangereux. Donc nous, en tout cas au RHDP, je ne dis pas que c'est parfait, mais nous essayons autant que faire se peut de faire ce travail-là, afin que le fonctionnement de la démocratie on puisse vivre dans une démocratie apaisée. Ça, c'est l'un des leitmotifs du président de la République, du président Alassane Dramane Ouattara, et même le Premier ministre Ahmed Bakayoko, quelqu'un qui gère aujourd'hui le gouvernement avec une certaine maestria. C'est le leitmotiv qui revient très souvent, l'éducation du militant. Moi, je suis Kwasi, mais je suis rentré au RDR. Ma première carte qui m'a été signée au RDR a été signée par le premier secrétaire général, Jenny Kobina. Et pourtant, je suis au RDR qui est devenu aujourd'hui RHDP. Mais je ne suis pas allé mécaniquement, on pourrait peut-être me retrouver mécaniquement ou fatalement au PDC pour dire, mais parce qu'il est à Caen, donc il doit être dans tel ou tel parti.
du PDCI. Non, mes parents, mes grands-parents ont été PDCI. Moi, je suis aujourd'hui au RHDP. Donc voilà. Mais pour revenir donc pour me résumer, il faut que la société civile prenne même son envol. Il faudrait que la société civile puisse trouver sa crédibilité par elle-même sans attendre que ce soit le politique qui lui donne cette onction. Et avec cette crédibilité, avec les partis politiques, essaie de donner une bonne éducation du militantisme politique, du jeu normal de la démocratie. Parce qu'en réalité, en définitive, c'est quoi? La démocratie, c'est un jeu, c'est une compétition, argument contre argument. Et ça, on peut faire passer ce message-là auprès de nos militants. Monsieur Sissoko, la question que je posais, comment est-ce que la société civile aujourd'hui peut œuvrer à la cohésion sociale et à l'unité nationale? Nous arrivons au titre de l'éducation de nos militants, des militants des différents partis politiques. Pour qu'une entité participe à la paix sociale, il faut que cette entité existe, ou du moins, il faut que cette entité ait la possibilité d'exister. Je le disais tantôt, Balé Pulchéry, société civile, elle est où? En prison. Du fait de qui? De Ouattara. Voilà monsieur qui n'aime pas être contesté, qui n'aime pas la contradiction. Pulchéry, elle est de la société civile. Madame Diaby, Pulchéry, elle est en prison, elle est de la société civile. Alors, parlant d'éducation des militants de différentes chapelles politiques, monsieur Okouma, la perche vous est lancée d'éduquer vos militants. Quand ils sortent pour manifester, pour soutenir ou contester, ils sont encadrés par les forces de l'ordre. Et quand en face, les militants de l'opposition sortent pour manifester, votre milice les attaque. Si un parti politique doit éduquer ses militants, c'est bien le RDR, enfin le RHDP. J'arrive pas à dire RHDP parce que RHDP, c'est RDR, c'est PDC, c'est IDPC. Mais tout cela sont partis, il ne reste que le RDR. Mais bon, RHDP, on va prendre tout parti, on prend RHDP. D'accord? Alors, Mme David disait tantôt que la politique est clanique, le RHDP, c'est que de nordistes. Et mon co-débatteur qui sort pour dire il est Kwasi, il est du RHDP. Deuxième élément, c'est juste du faire valoir. Au RDR, dans le cercle fermé, voilà ce qui se dit. Il ne faut pas que le Nord perde le pouvoir. Voilà ce qui se dit. Et c'est l'une des causes du départ du président Soro Guillaume. Vous avez cité quelqu'un, non que je ne citerai pas. Mais c'est ceux-là, au sein du RHDP, qui disent qu'ils ne voudraient pas que le Nord perde le pouvoir. S'il y a un parti politique qui est plus clanique, c'est bien le RHDP. Enfin, le RDR. Les Adjumani et autres, je le dis, c'est juste du faire valoir. Sinon, après Amadou Gon Coulibaly, il y a tellement de cerveaux, de têtes bien faites au RHDP. Mais il a fallu que les yeux reviennent, disant qu'il a formé ceci, ça faisait pas longtemps. Alors, pour me résumer, Ivoire TV, éduquer nos militants, c'est expliquer la politique. Et la politique n'est rien d'autre comme il disait. C'est un jeu démocratique. Tu n'es pas d'accord, l'autre est d'accord, tu sors, tu manifestes, tu as montré ton truc. Pendant les élections, tu es pour celui-là, tu n'es pas pour celui-là, tu vas voter. Vous sortez pour soutenir le viol de la Constitution par Ouattara. Vous êtes encadré par les forces de l'ordre. 2 jours après, d'autres Ivoiriens, vos frères Ivoiriens, sortent pour dénoncer cet état de fait, donc la violation de la Constitution, vous vous attaquez à eux. Il est où, chers téléspectateurs d'Ivoire TV, comment je dis ça, l'éducation au RHDP. Alors, je vais terminer par cette parenthèse. Ivoire TV disait tout à l'heure, Mme Sissoko, alors ce n'est pas fortuit. Si Mme Diaby est un cœur à prendre, je suis prêt à aller louer domicile là. Je vous remercie. Oui, ben voilà, merci beaucoup. Madame Diaby. Madame Diaby, vous m'entendez? Oui, tout à fait, je vous entends. Voilà, Madame Diaby, je crois que tout le problème qui a eu lieu, qui a eu en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est parti de la Constitution. Voilà, parce que quand il y a une nouvelle loi, on parle de proposition de loi, on parle de l'adoption de la loi, on parle de la promulgation de la loi.
Et puis, bien sûr aussi, il faut éduquer. Nous sommes dans un système d'éducation maintenant. Il faut éduquer. Il faut interpréter ces différentes lois au peuple. Voilà. Est-ce que vous pensez que d'aventure, désormais, en Côte d'Ivoire, nos responsables devaient prendre leur temps pour éduquer le peuple, surtout interpréter les lois pour éviter ce que nous vivons maintenant, comme ça se passe bien sûr en France, aux États-Unis, parce que les institutions prennent leurs lois, comme je le dis, il y a la proposition de la loi, il y a l'adoption de la loi et après il y a la promulgation de la loi. Et après la promulgation, voilà, ça se passe en Europe, ça se passe ici aux États-Unis. Les instances du pays prennent leur temps pour éduquer, sur toutes les chaînes de télévision, pour éduquer le peuple. Est-ce que vous pensez que si cela avait été le cas, on aurait évité ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Sinon, vous, en tant que juriste sur ce plateau, voilà, comment voyez-vous la chose? Alors, merci de poser cette question-là qui est fondamentale à mon avis. Mais avant d'y revenir, j'aimerais juste... alors, je n'ai pas indexé que le RHDP concernant... Vous m'entendez? Oui, on vous attend, Mme Diaby. Allez-y, Mme Diaby, on vous attend. Alors, je voulais revenir sur les propos de M. Sissoko concernant Mehdi sur la politique clanique. Ce n'est pas que le RHDP que j'ai désigné, hein, c'est tous les partis politiques actuels, peut-être excepté le leader. Pour le moment, tous les partis politiques actuels sont influencés par l'approche ethnique. Pas seulement le RDR, mais aussi le PDCI et même le FPI, à mon avis. Ça, juste pour revenir là-dessus et pour aussi clore ce débat, je suis Mme Kraoué Diaby, donc par un cœur à prendre en parenthèse. Mais j'aimerais surtout rebondir sur la question de notre Constitution. Si, en revenant sur vos propos, est-ce que le fait d'expliquer à la population aurait pu changer la donne? À mon avis, pas. Parce que moi, ce que j'ai constaté avec cette Constitution, il y a eu une escroquerie quelque part. Il y a eu une escroquerie et il y a eu des non-dits concernant cette Constitution. On a fait croire quelque chose au peuple, on a vendu quelque chose au peuple en nous disant que la Constitution ne permettrait pas à M. Ouattara, au président Ouattara, de se représenter. Il y a eu des débats, il y a eu des personnes qui ont passé ce message-là. Et ça a été fait pas seulement par le RDR, mais aussi par tous ceux qui faisaient partie du RHDP, le PDCI et maintenant le GPS ou le RGPS de M. Soro. On nous a fait croire, on nous a garanti que la Constitution ne permettait pas à M. Ouattara de se présenter, ce qui n'était pas totalement vrai. Parce que pour moi, il y a eu une sorte d'escroquerie. On a fait croire quelque chose au peuple et en réalité, lorsqu'on lit les textes, on a l'impression, c'est pas l'impression, lorsqu'on lit les textes, il y a une marge de manœuvre qui était là et d'ailleurs qui a été dénoncée par le FPI et par le président du leader. Oui, il faut éduquer la population lorsqu'on veut adopter des lois. Il faut faire comprendre à la population qu'est-ce qu'elle encourt, qu'est-ce que ces lois-là lui apportent ou lui enlèvent. Mais la plupart des partis politiques utilisent un raccourci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, votez cette loi parce qu'elle arrange notre parti. Votez cette loi parce qu'elle va nous permettre de nous maintenir au pouvoir et de réaliser nos objectifs. Mais on n'explique jamais concrètement au peuple en quoi il s'engage en votant une loi ou pas. Et pour revenir encore à un des propos de mon co-débatteur, M. Sissoko, concernant les prisonniers politiques, Mme Pilcheri, oui, je suis également pour la libération de tous les prisonniers politiques s'ils ne sont coupables que d'avoir exercé leurs droits constitutionnels. Que ce soit Mme Gbalé, désolée de décocher son nom cette fois-ci, que ce soit Mme Pilcheri et tous les autres qui sont détenus pour avoir exercé le droit constitutionnel, je pense que c'est indispensable pour une paix véritable en Côte d'Ivoire. En plus de cela, il faut aussi, je suis aussi totalement d'accord qu'il faut fixer, et je reviens encore sur cette question de responsabilité, il faut fixer les responsabilités des uns et des autres, il faut que ces personnes-là répondent de leurs actes devant la loi. Que ce soit les militants du RHDP, RDR ou les autres militants des autres partis de l'opposition, s'ils sont coupables d'actes criminels, ils doivent être tenus responsables pour ça. Ensuite, revenir encore à cette option d'éducation de la population. Je reviens en disant à chaque fois que
les partis politiques jouent un jeu dangereux. Les partis politiques jouent un jeu dangereux parce que chaque fois, on nous fait attiser la fibre ethnique. Si ils étaient assez cohérents et assez responsables, on devrait mieux éduquer les militants en leur faisant comprendre que c'est les idéaux, les arguments politiques qui doivent prévaloir et non le fait que X est du nord, X, Y est de l'ouest, Y est de l'Est, du coup, il n'est pas de chez nous, donc il est contre nous. C'est un raccourci trop dangereux, à mon avis. Voilà, Monsieur Kouman, la question que j'ai posée, Monsieur Kouman, la question que j'ai posée, est-ce que à partir de maintenant, il faut prendre le temps pour éduquer nos populations quand il s'agit des nouvelles lois, comme par exemple une nouvelle constitution? Ben, certainement qu'il faudra prendre plus de temps pour l'expliquer convenablement à toute la population. Après, on revient toujours sur la même problématique. Concernant par exemple la Constitution dont nous parlons tous aujourd'hui ici, il y a ceux qui ont dit hier quelque chose et qui disent aujourd'hui le contraire. De quoi s'agit-il? Est-ce que dans cette Constitution, on était dans l'adoption d'une nouvelle Constitution ou on était dans la modification d'une Constitution? Je pense que même ça, qui me paraît tellement simple, on peut l'expliquer aux populations. Mais quand on balance comme ça, oui, il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Il ne s'agit pas d'un troisième mandat. Et c'est cela que je parle de la sincérité entre les hommes politiques. Vous savez, le poisson, il pourrit toujours par la tête. Et c'est pour cela que les hommes politiques qui sont d'abord en tête doivent eux-mêmes être francs vis-à-vis des textes qu'ils proposent aux populations, effectivement, en les expliquant beaucoup plus. Le président, il y a une constitution qui a été mise en place en 2016. C'est vrai que beaucoup de constitutionnalistes, mon co-débatteur M. Sissoko disait tout à l'heure, le professeur Ouragan Obou, Fratmat de telle date, il avait expliqué que M. Ouattara ne pouvait pas y aller. Mais non, mon cher frère, c'est une question d'interprétation. Parce que dans cette constitution, justement, dans cette constitution, on est en train de nous dire, mais l'esprit du texte ne lui permettait pas d'y aller. Mais on n'est pas en train de débattre sur un droit qui n'est pas écrit. On fait du droit positif. On n'est pas en train on n'interprète pas ce qui n'est pas écrit. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, dorénavant, il faudra prendre plus le temps d'expliquer les choses aux populations. Quel que soit le temps que ça va nous coûter, il faudra mieux l'expliquer. On est dans une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution, quand on parle d'une nouvelle constitution, voici les conséquences qui en découlent. Quand on parle d'une modification de la constitution, voici les conséquences qui en découlent. Après, quand le peuple, toute la population ou la majorité de la population est au même niveau d'information, au même niveau de connaissance de la chose du droit, il n'y aura pas de souci vers la fin. Mais lorsqu'on donne l'impression que M. Ouattara est en train de passer en force, il n'est pas en train de passer en force. Et à supposer même que ce soit ça le cas, mais le Conseil constitutionnel est le juge de la paix. Le Conseil constitutionnel est le juge de la paix. Des dossiers ont été déposés à la CEI. La CEI qui a enregistré des dossiers, qui les transmet au Conseil constitutionnel, qui prend une décision. La décision, une fois qu'elle est prise, mais soyons légalistes. Il faut qu'on reste dans le jeu normal de la démocratie. On ne peut pas dire, comme le président du Conseil constitutionnel a été nommé par le pouvoir en place, donc les décisions qu'il est en train de prendre ne sont pas des décisions justes. On ne peut pas jouer à ce jeu-là. Madame Diaby disait tout à l'heure qu'on joue à un jeu dangereux. On ne joue pas à un jeu dangereux et on ne jouera pas à un jeu dangereux tant que tout le monde joue la véritable carte de la démocratie. La démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu, c'est une compétition, certes, mais c'est un jeu argument contre argument. Lorsque le texte est posé, on l'explique à ces populations. Lorsqu'un un projet de loi, une proposition de loi, quelle que soit la source du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'exécutif, donc un projet de loi, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information pour ne pas qu'il y ait des soucis par la suite. Voilà, Monsieur Sissoko, on parle maintenant d'éducation. Voilà, est-ce que dorénavant, il faut éduquer la population sur la nouvelle loi? Est-ce que les juristes devaient prendre leur temps pour enseigner, pour éduquer la population? Si cela avait été fait, est-ce qu'on aurait évité
Est-ce que on serait arrivé où nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que les juristes ont fui véritablement leur rôle? Monsieur Sissoko, vous m'entendez? Non, Monsieur Sissoko? Je pensais que vous n'avez pas fini la question. Alors, voilà. Allez-y. Bon. Alors, en droit, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, au-delà de la Constitution, il appartient aux élus locaux, à nos députés, d'aller vers les populations, d'aller vers leurs populations, expliquer tel projet de loi, telle proposition de loi. Il appartient à nos députés de faire cela. Maintenant, en ce qui concerne la nouvelle Constitution, elle a été expliquée. Malheureusement, il n'y a que 2 articles qui ont été expliqués. L'alinéa premier et l'article 183 qui ont été expliqués. Mon co-débatteur, M. Kouma, parle d'interprétation du professeur Ouagaougou. Mais c'est une insulte, c'est une aberration. Le professeur Ouagaougou est l'un des émirs constitutionnalistes en Afrique francophone. Il était le président des experts qui ont écrit cette constitution. Cette constitution, Mme Diaby, elle a été expliquée. Et je vous dis comment elle a été expliquée. Quand certains dans l'opposition disaient que, oui, quand on parle d'une nouvelle constitution, ça met le compteur à 0. Oui, en 3 minutes, je ne pourrais pas vous expliquer. Dans le Code civil, en son article 2, la loi n'a pas d'effet rétroactif, elle ne régit que pour l'avenir. À partir de cet article-là, toute nouvelle constitution remet effectivement à 0 les mandats passés. On est d'accord? Sauf que les experts qui ont écrit cette nouvelle constitution ont dit en son article 183 que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable. 2016, quelle était la législation en vigueur en Côte d'Ivoire? C'était la constitution de 2000. Donc la constitution de 2000 reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la nouvelle. Quand on prend la constitution de 2000, en son article 35, alinéa premier ancien, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Prenez la nouvelle constitution, l'article 55, alinéa premier. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Il n'y a pas de contradiction. La législation en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la nouvelle. Le professeur Ouagaougou, écrivez M. Kouma, prenez note. Le 10 octobre... Rassurez-vous, je l'ai eu comme enseignement aussi, rassurez-vous. Qu'il est la politesse de ne pas m'interrompre. Je n'ai jamais interrompu ici, monsieur. Allez-y, monsieur Sissoko. Ouagaougou, le 10 octobre 2016, c'est plus le temps d'écrire. De toute façon, je lis ce qu'il a dit. De toute façon, toutes les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires aux nouvelles ne sont pas abrogées. Il y a la continuité législative dont il est question dans l'article 183. Je vais loin. Le ministre Cissé Bakongo, qui en son temps était conseiller juridique d'Alassane Ouattara, s'est assis à la télé, à Africa 24, pour dire que l'article 183 ne permet pas à Ouattara de faire notre mandat. Je vais plus loin. L'actuel ministre de la Justice, Sansan Kabiri, s'est assis à l'Assemblée nationale, que s'il avait le temps, de façon technique, il nous démontrait comment il est impossible dans cette nouvelle constitution à Ouattara de se représenter. De quelle interprétation voulez-vous parler? Madame Diaby, je dois vous rassurer que la gestion clanique des partis politiques, nous, à GPS, nous ne nous sentons pas concernés. Et je disais tantôt, toute la direction de GPS Côte d'Ivoire est en prison et toute la direction est aux mains des femmes. La promotion du genre, c'est à GPS. Contrairement aux autres partis politiques, ethnies, à GPS, on n'a pas un problème d'ethnie, on n'a pas un problème de région, on n'a pas un problème de religion. C'est la Côte d'Ivoire qui nous réunit. Et faire la politique autrement à GPS, c'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas avoir une base ethnique, on ne veut pas avoir une base régionaliste. Non, non. Et c'est ce que Ouattara a fait pour entrer en Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt, il s'en suit. Parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman, on ne veut pas que je sois président. C'est ainsi que Ouattara a mis pied dans la politique de Côte d'Ivoire. Soro veut mettre fin à cela. On veut aller vers une nation. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, le Tinembélé de Boundiali se sente à l'aise chez Labouré à Bounois. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, le Niabois qui est ici se sente effectivement à l'aise chez lui, chez le Sénoufo qui est à Sinematiali. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, voilà, le Baoulé, il est à Caen, Lacan qui est de Bois. Merci, M. Sissoko. Merci, M. Sissoko. Chers amis d'Ivoire TV, merci, M. Sissoko.
Chers amis d'Ivoire TV, je voudrais tout simplement que vous reteniez que ce soir, bien sûr, en direct via Skype, nous avions avec nous Madame Mariam Krawa Diaby. Madame Mariam Krawa Diaby, elle est citoyenne ivoirienne, elle vit en Suisse. Et puis, bien sûr, avec Madame Krawa Diaby, nous avons Monsieur Kwasi Kofi Kouma, il est le délégué régional RHTP, il vit en France. Et puis, Monsieur Sissoko Ousmane, qui est secrétaire général du Rassemblement GPS, qui vit aussi en France. Le thème de l'émission de ce soir, c'est cohésion sociale, quelle action mener pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier mes invités de ce soir. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont suivis. Bien sûr que c'est de ça que nous parlons. C'est l'entretien entre les fils de la Côte d'Ivoire. C'est la paix en Côte d'Ivoire que nous prônons tous. Et puis, pourquoi pas, c'est la fin de cette émission. Je voudrais, on va prendre le rendez-vous pour la prochaine. Bonsoir, merci. Dormez bien, c'était Germain Kwasi depuis New York. Je voudrais remercier mes invités de ce soir et nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci infiniment. Bonsoir à vous. Au revoir. TV, Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV.